Bonjour à tous, nous sommes en ce moment donc, avec 20 participants. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce panel traitant de l'hygiène élémentaire à la santé globale et où nous essayons de mettre un frein ou un stop à la précarité menstruelle. La prochaine slide. Donc aujourd'hui avec nous, vous avez Victoria Dudenkova du RQASF, Annabelle McLaughlin qui est sexologue. Vous avez Tara Euzé-Sarini, qui est directrice à Règles élémentaires, qui nous rejoint de France. Vous avez Jenny Barth, qui est infirmière. Elden Biamviore, qui est la directrice de la Fondation Madeleine Mukeshima. Donc, nous vous remercions aujourd'hui de nous avoir rejoints. Comme à chaque événement, nous aimons prendre le temps de faire une reconnaissance territoriale afin de reconnaître les terres sur lesquelles nous sommes, de partager notre gratitude pour l'accueil et pour les nations qui nous laissent aujourd'hui profiter des bienfaits de leur territoire. Donc, nous allons lire ce bref texte. Donc, cet événement se déroule sur le territoire traditionnel des Ganéaga. L'île appelée Montréal est connue sous le nom de Tchordjaré dans la langue des Ganagéaga et a toujours été le lieu de rassemblement pour les nations de l'île de la Tortue. Aujourd'hui, il abrite une population diversifiée composée en premier lieu de peuples autochtones et d'autres nations. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres peuples vivant sur cette terre. En tant qu'organisation axée sur la justice sociale et environnementale, le Hub des Global Shapers de Montréal souligne qu'il est essentiel d'être informé des conséquences passées et actuelles du colonialisme et nous encourageons vivement tout le monde à en apprendre davantage sur l'histoire de ces terres ou de toutes terres sur lesquelles vous vivez actuellement. Je me présente, moi je m'appelle Félicia Sangaré, je suis la curatrice du Hub des Global Shapers de Montréal. Donc nous sommes une communauté de jeunes, je dirais âgés entre 18 et 30 ans. Et nous nous activons à travailler sur, je dirais, les enjeux socio-économiques des villes dans lesquelles nous sommes. On peut passer à la prochaine slide, Victoria. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes aujourd'hui un peu plus de 8000 membres à travers le monde, 8000 jeunes. Nous sommes présents dans 154 pays et dans à peu près 403 villes. Et aujourd'hui, puisque les Global Shapers existent depuis 2011, nous avons 1800 jeunes qui ont gradué de ce statut de Global Shapers, mais qui continuent à travailler donc, pour la justice sociale dans leur communauté. On peut passer à la prochaine. Je laisse la parole donc à Victoria du RQASF pour vous présenter son association. Merci. Donc voilà, je suis Victoria Dudenkova du RQASF. Je travaille comme agente de liaison pour la campagne rouge, qui est une campagne qu'on a sur les 2 années actuellement. Donc avant de parler de la campagne, qu'est-ce que le RQASF? Donc c'est un organisme multidisciplinaire dont la mission est de défendre les droits et les intérêts des femmes. On fait de la recherche indépendante de terrain, on est indépendant des industries, des corporations, on propose une analyse féministe et globale de la santé, car les liens entre les femmes et la santé sont très très intimes, quoique souvent pas mis de l'avant. On cherche à créer de la mobilisation, de la sensibilisation, des partenariats. C'est un organisme qui existe depuis plus de 20 ans, qui ont fait pas mal d'actions aussi, pas mal d'informations qui ont permis de rejoindre beaucoup de femmes. Donc, on compte parmi nos membres plusieurs organismes. On a des membres individuels, on a des membres groupes et on rejoint à travers tout ça environ 300 000 femmes partout au Québec. Donc, voilà pour la petite présentation. Alors, aujourd'hui, on parle de précarité menstruelle et avant de commencer notre tour de table, de poser les questions et de voir ce que chacune a apporté, je vais vous faire passer un petit extrait d'une vidéo qui va montrer cet enjeu. Donc, la précarité menstruelle, donc pour nous, RQASF, si vous voulez, c'est un des 3 volets d'une campagne de sensibilisation qu'on mène donc depuis une demi-année, qui va encore durer 1 année et demie, qui est financée par le secrétariat à la condition féminine. Et donc ça, c'est notre premier volet
qu'on aborde en fait dans le cadre de cette campagne. Est-ce que le son est bon juste pour... ouais. Merci. Voilà, je vais arrêter ici pour la vidéo. Vous pouvez la retrouver sur notre Facebook ou sur le site web de la campagne parce que je pense qu'on va aborder pas mal des enjeux qui sont aussi un peu mentionnés dans cette vidéo et je préfère qu'on le fasse grâce à notre tour de table. Donc, bon, Félicia a déjà présenté les différentes personnes, alors on va laisser la parole à nos différents invités. Annabelle, tu peux commencer à te présenter? Oui, bonjour tout le monde. Moi, c'est Annabelle McLaughlin. Je suis sexologue et psychothérapeute. Je travaille en cabinet privé sur l'île de Montréal avec une clientèle assez jeune adulte, vingtaine à trentaine, puis également dans une clinique sur la Rive-Sud qui est spécialisée tout avec le plancher pelvien, les douleurs génito-pelviennes, donc plus avec des femmes pré- et post-accouchement, différents cancers sexuels également. On traite beaucoup de la santé sexuelle des femmes à travers les rencontres. Merci Annabelle. La prochaine que j'ai, c'est Tara. Est-ce que tu peux te présenter? On ne t'entend pas, Tara, le micro est coupé. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'accueillir pour ce panel. C'est toujours chouette de voir du monde s'intéresser à cette problématique. Donc, moi, je suis Tara Euzé-Sarmini, la fondatrice et directrice générale de Règles élémentaires. Règles élémentaires, c'est la première association française de lutte contre la précarité menstruelle et le tabou des règles. On existe depuis presque 5 ans, on est présent partout en France et un petit peu en Belgique, peut-être un jour au Québec, comme je le disais tout à l'heure. Et depuis notre création, on a collecté et redistribué plus de 4 millions de produits à des dizaines de milliers de femmes dans le besoin, grâce à des centaines de partenariats, et tout ça, surtout grâce à une équipe formidable de bénévoles, parce que notre équipe est composée à 75% de bénévoles. Donc, je sais qu'il y en a qui nous regardent ce soir et je tiens à les remercier chaudement et hâte de parler avec vous de ce sujet qui me tient à cœur. Merci Tara. Jenny, est-ce que tu pourrais te présenter? Ton micro, Jenny. Ok, est-ce qu'on m'entend? Ok, parfait. Donc, mon nom est Jenny Bart. Je suis infirmière, mais j'aime ce côté de la femme, j'aime en apprendre, j'aime partager avec les autres. J'ai fondé Oshuyoni. Donc, à travers Oshuyoni, c'est de permettre aux femmes d'avoir accès à des serviettes sanitaires ou à d'autres produits à cet effet. Donc, des menstruations, après accouchement, pré-accouchement,
Donc, c'est pour ça que j'ai créé Oshuyoni. Et le tout vraiment m'a motivée suite à le visionnement d'un film par rapport à la précarité. Puis dans le petit vidéo que vous avez présenté, mais c'est ce qui m'a touchée, c'était les jeunes filles en Inde qui n'avaient pas d'accès aux serviettes ou bien aux produits menstruels et qui manquaient l'école et aussi le tabou derrière vraiment quelque chose qui fait partie de notre vie quotidiennement. Même si on est menstrué une fois par mois, ça fait partie du quotidien. Nous sommes femmes tous les jours. Merci, Denis. Elden? Oui, allô tout le monde. Donc, comme Félicia a dit, je m'appelle Elden, je suis la fondatrice de Madeleine Mukashema Fondation. C'est vraiment un duo, maman et fille, qui se sont unis ensemble, qui ont dit, on a connu la pauvreté dans le temps avant que maintenant on souhaitait Québec, Canada, où que je travaille et je peux me permettre de me payer tous ces produits-là. Donc, on a vraiment juste, on s'est unis pour dire, OK, juste parce qu'on a quitté, ça ne veut pas dire que cet enjeu ne continue pas d'affecter les autres où qu'on vient. Et voilà, on s'est mis à travailler et là, ça va faire 3 ans presque qu'on y est, puis qu'on continue de lutter pour c'est vraiment comme, je m'excuse de lui mettre un spot, mais la personne qui dit qu'il y a une PTSD qui est attachée à ce sujet, c'est vraiment une réalité. Donc, j'ai hâte à partager et apprendre de tout le monde, de ce que vous voyez dans vos réalités de chaque jour, en travaillant de ces sujets, puis voilà. Donc, continuons. Merci Elden. J'aimerais juste rappeler quelque chose à tous les participants. Ce panel est bilingue, donc si vous préférez répondre à certaines questions en anglais ou que les participants préfèrent poser des questions en anglais, n'hésitez absolument pas. Donc, merci. Alors, nous allons aller avec la première question pour nos panélistes aujourd'hui. Nous parlons de précarité menstruelle. Pourquoi vous pensez que c'est un enjeu important aujourd'hui? Et nous allons commencer avec Victoria. On commence directement avec moi. Bon, on a vu un petit peu déjà dans la vidéo quelques chiffres, à quel point c'est un enjeu qui peut affecter beaucoup de personnes. Et je ne veux pas répéter ce qui a été montré et j'aimerais amener la réflexion directement sur le fait que quelque part, 2 aspects. Quelque part, beaucoup de femmes ont la facilité d'avoir ces produits. On pense que bon, on va au magasin, on va à la pharmacie, on achète ça, c'est accessible. Mais ça crée aussi ce problème d'invisibilité en fait de cet enjeu par rapport aux situations de précarité, de pauvreté que des femmes peuvent vivre dans des contextes particuliers. Les femmes incarcérées, les femmes itinérantes, les étudiantes qui survivent sur des bourses, par exemple. Donc, il y a ce côté où on a cette invisibilité. Il y a le côté où c'est un sujet qui a un double tabou, le tabou donc des règles. Beaucoup de honte associée à ça de manière générale, on n'en parle pas facilement. Mais le tabou aussi d'être dans une situation où quelque chose d'aussi basique que son hygiène entre ses jambes, on n'est pas capable de quelque part le prendre en charge. Donc ce tabou aussi par rapport à l'argent. Donc double tabou par rapport à ça. Pourquoi c'est un enjeu important aussi, c'est que un des aspects aussi que j'aimerais amener, c'est que ça crée de manière... En fait, ça renforce et ça continue à renforcer de manière plus large toute la question de la discrimination systémique entre les sexes, en fait. C'est un message qu'on envoie aux jeunes filles dès leur plus jeune âge que ces choses-là, c'est comme un luxe ou c'est quelque chose qui n'est pas... considéré, pas normalisé, pas considéré comme basique. Là, je retombe sur la question de qui définit qu'est-ce que c'est une nécessité. Je pense aux taxes roses sur les produits. C'est quoi une nécessité? Pourquoi est-ce que le papier toilette, c'est une nécessité dans les toilettes et les produits hygiéniques ne sont pas une nécessité, par exemple? Donc, c'est un peu un message sous-jacent qu'on va envoyer à toutes les générations que finalement, ça, c'est à part. Ça, c'est à part. Et
Et voilà, ça reste invisible, c'est à part, on ne l'aborde pas. Et finalement, quand on creuse un petit peu, que ce soit dans les contextes des pays occidentaux ou ailleurs, on voit que en fait, les enjeux sont vastes. Je laisse la parole pour les questions accès et tout ça aux autres. Merci Victoria. Et la prochaine que j'ai, c'est Elden. Dis-moi alors pour toi, quels sont les enjeux de la précarité menstruelle? Je crois tout d'abord, comme Victoria a dit, elle a vraiment bien résumé. C'est quelque chose, pour moi, en fait, personnellement, je trouve que chaque chose qui donne la vie ou qui a un impact sur la vie de l'humanité en général, c'est quelque chose qu'il faut, like the English would say, pay attention to. Donc, je trouve ça genre tellement... OK, je vais juste m'exprimer en anglais juste pour un petit moment. I think that even questioning why is it a factor or an issue, it's almost a disrespect to it, because it's such a huge aspect that touches everything that we see in human life, that it's bigger, to be honest, than just asking why it's even an issue. So to me, it's life itself, and life itself is an important aspect that should be paid attention to. And just to think that somebody out there is leading a life where they cannot have access to, let's say, air, the same way as they don't have access to menstrual products, to me is just heartbreaking and should not be. And it's just, it's a matter of people like militants on the ground, like myself, like Victoria, like yourself, Alicia, like Annabelle, everybody working towards this one focus that, that we should have in advancing this conversation. So again, to me, it's just bigger than, it shouldn't be contained in asking why it is even an issue in the first place. Thank you, Elden. Annabelle, qu'est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Oui, dans le même sens que Elden, je crois que en soi, c'est un très gros enjeu, mais c'est surtout les répercussions qui vont suivre la précarité menstruelle. En fait, c'est que ça a des répercussions tout autant au niveau, par exemple, de la contraception, de la planification des naissances, même les ITSS. Donc, je pense que pour plusieurs, juste le fait que ça soit difficile d'accès, ça renforce un peu la méconnaissance des femmes par rapport à leur corps, au cycle menstruel, à l'appareil génital féminin. Puis tout ça, c'est comme si ça renforce un peu la méconnaissance, puis un peu le clivage qui se crée entre les femmes et leur propre corps à ce moment-là. Qu'il s'agit par exemple de juste reconnaître les syndromes prémenstruels ou d'être à l'affût des signes et symptômes lors des différentes phases du cycle menstruel. Je pense que ça a des répercussions au-delà même de l'hygiène féminine, mais autant dans la santé sexuelle quand il s'agit par exemple de la contraception, planification des naissances. Puis pour plusieurs femmes, ce qui fait que le choix est plus ou moins éclairé. Il n'y a pas eu tant d'informations, donc parfois c'est une option qui a été plus imposée. Il n'y a pas tant d'informations au niveau des alternatives possibles. Donc je pense que ça va beaucoup plus loin que la précarité menstruelle. Ça s'étend jusqu'à toute la santé sexuelle des femmes au complet. Merci Annabelle. Tara, est-ce que tu voudrais nous dire un mot sur ce qui se passe de ton côté de l'Atlantique? Et de pourquoi ça serait... Avec plaisir. Pour rebondir sur ce qui a été dit, pour moi, c'est encore plus que la santé sexuelle. Hein. C'est vraiment une question de société. C'est pas admissible qu'en 2020, ces produits soient inaccessibles pour des millions de personnes. C'est le cas en France, c'est le cas au Canada, c'est le cas malheureusement dans trop d'endroits. Nous, ce qu'on dit souvent, c'est que lutter contre la précarité menstruelle, c'est se battre pour une meilleure réinsertion, parce que c'est vraiment un obstacle de plus sur la voie de la réinsertion qui est compliquée pour les femmes de manière générale, qui sont souvent à la tête de familles monoparentales, victimes de discrimination. Et en plus, il y a cet obstacle. On dit souvent, comment voulez-vous passer un entretien pour un travail si vous saignez et que vous n'êtes pas capable de vous protéger? C'est vrai que c'est tout bête, mais c'est une réalité. Donc, nous, on se bat vraiment pour que ce soit pris comme une question et un problème de santé publique, et pas un problème de la santé des femmes ou un problème purement genré. C'est vraiment, ça concerne tout le monde. Tout le monde peut être en contact avec une victime de la précarité menstruelle, et tout le monde peut aider.
Donc, c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer. C'est l'enjeu, il est multiple. C'est un enjeu social, sociétal, c'est un enjeu pour la dignité et surtout, c'est un enjeu de société parce que si on arrive à dépasser la précarité menstruelle, ça voudra dire qu'on aura aussi dépassé un certain nombre de tabous qui touchent toutes les personnes nées avec un utérus et qui ont leurs règles. Donc c'est vraiment très important et c'est lié à plein d'autres choses. Merci Tara. Jenny, est-ce que tu voudrais nous rajouter les raisons pour lesquelles, selon toi, ça serait un enjeu? Wow, je vais essayer de je vais essayer d'englober les autres panélistes parce qu'il y a beaucoup de points qui se complètent en fait. Puis je suis tout à fait d'accord. L'enjeu en 2020, moi je le vois également. Je pense souvent aux jeunes filles, je pense à mon expérience étant menstruée, le manque d'éducation. Puis déjà là, je trouve au niveau scolaire, je ne crois pas qu'il y a autant de... que les enfants ne sont pas aussi encadrés à cet effet. Et pas juste les demoiselles, mais aussi les jeunes hommes qui ont des sœurs, qui ont des mères, mais quel est l'enjeu? Comment est-ce qu'ils peuvent faire partie d'une solution pour rendre les jeunes femmes à l'aise avec leur corps? Parce qu'en grandissant, oui, on va porter la vie en nous, mais en soi, il y a quand même un lien entre les deux sexes. Donc, je trouve que c'est quand même, ça fait beaucoup un gros enjeu selon moi dans la précarité menstruelle. C'est vraiment d'inclure également le sexe masculin en tant que solution face à ce problème. Merci Jenny. Maintenant qu'on a établi que la précarité menstruelle est un enjeu qui existe dans nos sociétés et ce... Parce que toi, tu t'es pas exprimé sur l'enjeu, donc... Alors pourquoi selon moi... J'aimerais t'entendre aussi. Alors pourquoi selon moi c'est un enjeu? Je pense que chacune de vous a très bien englobé les challenges que la jeune femme ou la jeune fille peut aujourd'hui rencontrer dans la société en termes d'abord d'accessibilité, d'éducation et aussi d'information et l'éducation et l'information pour moi sont très importants parce que c'est ce qui va avoir un effet à long terme sur la santé et la connaissance du corps pour la femme, par la femme, mais aussi par son entourage. Et l'accessibilité, comme vous l'avez déjà très bien dit, ce sont des produits de première nécessité. Ce ne sont pas des produits optionnels ni des produits dont on a besoin une fois sur 10. On en a besoin un minimum de 3 à 8 jours par mois, chaque mois de nos vies, pendant plus de 30 à 40 ans dans nos vies. Ce n'est pas normal que certaines femmes aient aujourd'hui de la difficulté à se procurer des produits. C'est dommage que les sociétés pensent qu'il s'agit de produits là où sur lesquels on peut capitaliser et faire de l'argent plutôt que de les rendre accessibles à ces communautés-là. Et enfin, c'est dommage que dans certaines parties de ce monde-là, certaines jeunes filles, justement par ce manque d'accès, ne peuvent même pas aller à l'école ou ne peuvent pas avoir accès à une éducation, je dirais, idéale et complète à cause de ce problème-là. Donc, il est important qu'en fait, pour moi, tout le monde réalise à quel point un produit qui semble aussi simple et anodin a un impact aussi gros dans la vie de chaque femme et de chaque fille, et puis de savoir comment justement nous pouvons chacun à notre niveau agir pour régler le problème. Et justement, sur cette dernière note, j'aimerais rebondir sur peut-être ce qui se fait en termes d'actions concrètes. Nous avons aujourd'hui... Est-ce que je peux me permettre de te couper et juste compléter notre discussion sur l'enjeu parce que les personnes ont évoqué pas mal de choses et moi, j'aimerais rebondir quand même sur certains aspects puis peut-être compléter. Un des premiers points, tu as mentionné la question donc, de l'éducation déjà par rapport au sujet, mais l'éducation aussi pour les jeunes filles, tout le sujet d'équité, voilà, accès à l'école, les filles vont manquer les jours d'école, donc juste renforcer aussi cet aspect-là. Et
un aspect que je trouve aussi en termes de précarité, c'est des choses très concrètes que je vais mentionner là et peut-être c'est moins applicable à un contexte, c'est plus un contexte occidental aussi. Mais là, c'est les serviettes hygiéniques et les tampons, tout ça, on parle des protections, mais c'est aussi les antidouleurs, c'est aussi les personnes qui vont avoir... on parle aussi de menstruation comme quand ça va bien, mais si ça va mal, tu as des règles très abondantes, il faut des soins peut-être, je ne sais pas, les femmes vont aller faire de l'acupuncture parce qu'elles vont devoir gérer ça. C'est aussi des frais. Si tu n'es pas protégé adéquatement, c'est les draps tachés, c'est les habits tachés, il faut remplacer ça. C'est aussi des frais. Donc, voilà, juste pour dire que sur des aspects même très concrets, ça peut s'étirer. Et aussi, les femmes qui vont... on dit, bon, c'est pas si cher que ça, c'est pas si cher que ça. Mais les femmes plus défavorisées, par exemple, on peut dire, ah, bah, sur Internet, on peut trouver ça moins cher. Il faut une carte de crédit, il faut une connexion Internet, tout ça. Donc, souvent, peut-être les femmes les plus pauvres vont devoir aller acheter là où ça coûte aussi le plus cher. Donc, il y a des dimensions structurelles aussi que j'aimerais mettre en avant. Et un point assez important, et je pense qu'on viendra dans la question 3 quand on va élargir ça, mais je vais juste le mentionner ici parce que ça se raccroche bien, c'est par rapport à la dimension du besoin essentiel, que c'est première nécessité. Quand une femme n'a pas d'argent, elle est placée dans ces situations où est-ce que j'achète à manger pour mes enfants, est-ce que je m'achète ça? Et ça, en fait, au-delà de la détresse psychologique, que moi je ne développe pas, c'est pas mon champ d'expertise, ben, ça crée une détresse morale. Je viens du milieu de l'éthique. Et la détresse morale, c'est quoi? C'est quand tu es face à un dilemme moral. Quand tu as deux directions et que tu en prends une ou tu en prends l'autre, il y a des conséquences. Et là, on est clairement dans une situation pour la femme de si j'achète pas, ben, je peux pas mettre de la nourriture sur la table, ou si je mets de la nourriture sur la table, ben, je subis les conséquences en fait de ce choix-là. Donc, tu es face à un choix et dans les deux cas, en fait, tu subis des conséquences. Et ça s'appelle de la détresse morale aussi, qui contribue à la détresse psychologique. Mais ça, je laisserai à Annabelle de développer cet aspect-là. Voilà. Juste pour rebondir une dernière fois avant de partir sur un point que tu as mentionné, je ne pense pas qu'on l'ait adressé ici, justement, qu'on parle des besoins plus étendus qui viennent avec les menstruations lorsqu'elles sont douloureuses ou maladives. Parlons un peu du milieu de l'emploi. Une femme qui travaille aujourd'hui 40 heures semaine et qui a des conditions physiques liées à ses règles et qui la rendent tout simplement incapable de travailler pendant ces jours-là. Il faut aussi penser à ça et aussi être un peu plus flexible là-dessus, même en tant que je pense, direction des ressources humaines, patron, gestionnaire, manager. C'est ce genre de choses là où je dirais ce n'est plus le bon sens ni la règle, mais c'est vraiment l'empathie qui doit prendre le pas dans ce genre de décision vis-à-vis de vos employés femmes. Ce n'est pas un sujet à une discrimination. C'est tout simplement de comprendre que cette personne-là peut en souffrir au point de vue maladif, dans le fond. Elden, je pense que tu voulais rajouter quelque chose. Oui, en fait, je voulais juste toucher sur quelque chose que Victoria a dit par rapport aux les soins particuliers qui viennent. Tu sais, elle a parlé de contexte nord-américain ou de contexte ici. C'est que peut-être on touchera plus une fois qu'on arrive sur le sujet sur le terrain, mais il y a aussi les petites différences qui font que la précarité menstruelle va toucher différemment quelqu'un, mettons, qui est sur le continent africain versus le continent nord-américain, qui ne veut pas dire que les problèmes sont différents, c'est peut-être, mettons, l'accès à l'eau potable. Ici, on est encouragé d'utiliser les cups, tandis que là-bas, si tu n'as pas accès à l'eau potable, c'est presque désavantageux de toi de penser même à utiliser un cup parce que le cup, menstrual cup, ça vient avec genre, plusieurs attachements que toi, en tant qu'une personne, mettons, qui vient dans un milieu pauvre ou qui n'a pas accès à l'eau potable et tout ça, c'est pas une option pour toi, en fait. Donc, c'est vraiment un aspect qui est complètement enlevé de tes choix que tu peux avoir accès. Mais on touchera ça une fois on arrive sur le terrain. Mais très bon point, Victoria, que tu as touché. Je sais que tu as mentionné. Et très bon point, ça me fait penser au fait que même ici, je parlais à une amie puis, qui, dans un autre organisme que j'ai accompagné les dernières années, et elle disait, oui, les femmes qui ont des problèmes de santé, qui vont avoir des règles très abondantes, aller du côté des cups ou des serviettes lavables, c'est même pas une option en fait. Donc, c'est des choses qu'on se dit, c'est peut-être, ça a l'air disponible pour tout le monde, mais il y a des cas vraiment particuliers où en fait, c'est pas possible nécessairement. Donc,
Avant d'aller à la prochaine question, j'aimerais peut-être vous donner quelques commentaires qui viennent de l'audience. On a Boyard qui nous mentionne: il faudrait souligner que cette précarité menstruelle englobe non seulement l'accès aux serviettes hygiéniques, mais également l'accès à l'eau et à des toilettes, dans le fond. Et lorsque, donc, il dit, par exemple, toilettes publiques inexistantes dans beaucoup de villes françaises ou très peu, très sales, dans le fond. On a quelqu'un d'autre qui nous mentionne aussi la perception assez négative, en fait, de la menstruation. Et on a une autre personne qui nous mentionne que ce problème, dans le fond, de précarité est très présent à Montréal, surtout pour les familles monoparentales qui ont le besoin d'acheter ces produits de première nécessité pour ne serait-ce qu'être confortables, mais qui n'y ont pas nécessairement accès. Donc, merci à tous. Il n'y a pas d'autres commentaires sur les enjeux. J'aimerais passer à la prochaine question qui vient vraiment sur les actions concrètes. On a 5 femmes ici, 6 si je m'inclus dedans, qui travaillent sur le terrain de manière très différente. Et j'aimerais peut-être commencer par Tara, nous dire quelles sont les actions concrètes menées au niveau de la France ou de l'Europe par Règles élémentaires ou même par des organismes que vous connaîtriez. Alors, beaucoup de choses. Au niveau de règles élémentaires, on a des actions très concrètes de collecte et de redistribution. Donc, on a créé une plateforme qui permet à n'importe qui d'organiser une collecte en quelques clics. Et on a construit tout un réseau de partenaires redistributeurs qui nous permet vraiment d'écouler les produits directement aux femmes qui en ont besoin. On a fait le choix dès le début de ne pas redistribuer nous-mêmes parce qu'on ne voulait pas démultiplier les points de contact pour les femmes dans le besoin. Donc, on va passer par des acteurs comme la Croix-Rouge, le Secours populaire, le Secours catholique, la Chorba, bon, plein d'organisations médico-sociales très, très au fait de la grande précarité. On développe aussi un certain nombre d'ateliers de sensibilisation. Donc aussi bien en milieu scolaire qu'auprès du grand public, dans des mairies, dans des entreprises, lors de conférences, pour vraiment briser le tabou des règles. Et enfin, et c'est une nouveauté depuis 2020, on organise aussi des ateliers de sensibilisation pour les professionnels de santé et les femmes bénéficiaires elles-mêmes pour les informer sur l'existence de protections hygiéniques réutilisables. On en a un tout petit peu parlé. Les protections hygiéniques réutilisables, c'est les cups, les serviettes lavables, les culottes menstruelles. Et c'est très important pour nous d'informer et de former à leur utilisation parce que c'est une manière d'autonomiser les femmes dans la gestion de leur cycle. Parce qu'une cup, ça peut durer 15 ans. Des culottes de règles, ça peut durer entre 3 et 5 ans. Donc, ça évite aux femmes d'être dans une position de quémander ces produits autrement. Et donc, évidemment, avec ce qu'on a dit avant, c'est évident qu'il faut que ce soit des femmes qui aient accès à un point d'eau où elles puissent laver leur protection réutilisable et même à un point d'eau chaude parce qu'il faut pouvoir stériliser aussi une cup, il faut pouvoir laver à l'eau chaude une culotte de règles ou une serviette lavable. Donc voilà, donc c'est vraiment nos trois actions principales, des collectes d'une part, des ateliers de sensibilisation et des événements de sensibilisation de manière générale. On a aussi créé les apéros menstruels pour le grand public qui vont reprendre très bientôt, qui ont été mis sur pause avec le Covid. Et vraiment un travail avec les femmes bénéficiaires en petits groupes pour les autonomiser dans la gestion de leurs règles. Donc ça, c'est ce que nous, on fait. Et par ailleurs, depuis qu'on existe, de l'eau a coulé sous les ponts et au début, c'était une problématique qui était complètement off the radar. Les gens ne connaissaient pas l'expression précarité menstruelle quand on a lancé Règles élémentaires. Et maintenant, c'est devenu quelque chose de très présent dans le débat public. Et les responsables politiques se sont aussi engagés du sujet. Donc, il y a eu des rapports du Sénat, du Parlement. Et en février dernier, le gouvernement et notamment le ministère de la Santé a annoncé une expérimentation de gratuité dotée de 1 million d'euros pour tester un pilote de gratuité dans des lieux clés.
les prisons, les établissements scolaires et les foyers d'hébergement. Et en fait, on attend d'avoir les détails de l'expérimentation qui devrait être annoncée très bientôt. Mais on sait déjà que d'ici quelques semaines, toutes les femmes détenues en France auront accès à 5 références de protection hygiénique gratuitement. Donc, ça, c'est une avancée très, très concrète qui résulte de longs mois et longues années de travail. Et voilà, on est ravis et les choses changent. Pas forcément assez vite, mais ça change. Donc, ça va dans le bon sens. Parfait, merci Tara. Et Jenny, peut-être, est-ce que tu pourrais nous mentionner ce qui se passe au niveau de la santé, en fait, ici au Québec, au niveau du secteur de la santé? Au niveau du secteur de la santé, en fait, c'est sûr que dépendamment de où est-ce qu'on va chercher le besoin, comment je peux expliquer? Parce que je suis infirmière, oui. Donc, moi, là-dedans, sur le terrain, au niveau de la santé, c'est, comme je parlais beaucoup, c'est le rendre disponible à l'école. Je me souviens, moi, en grandissant, j'avais infirmière. Je ne sais pas si c'est comme ça au secondaire, si les enfants ont beaucoup accès à ça, mais je pense qu'au niveau de l'éducation, it's a must because I find that young girls are left alone et l'éducation se fait par Internet, pas toujours parentale avec ce qui se passe, le COVID. Il faudrait avoir vraiment plus de soutien médical à l'école. Parce que je trouve aussi, c'est qu'au Québec, à partir de 14 ans, l'enfant a droit à cet aspect privé. Donc, la demoiselle de 14 ans menstruée ou qui a des problématiques, que ce soit des crampes ou justement avec l'hypersexualisation, peut-être qui est vraiment dans des activités sexuelles, comment est-ce qu'elle peut se protéger? Donc, c'est vraiment éduquer l'enfant pour que la personne, la jeune fille, mais le jeune garçon aussi puisse avoir une meilleure connaissance du corps, de l'appareil génital de la femme. Vraiment d'avoir ça dans l'algorithme scolaire, en fait. Je ne suis pas sur le terrain à ce niveau-là en tant qu'infirmière dans mon métier, mais je travaille avec les enfants. Donc, et au niveau pédiatrique, of course, post-opératoire. Donc, j'ai à faire justement avec des demoiselles qui sont menstruées pendant leur opération. Donc, c'est aussi comment les rendre à l'aise pour lorsqu'elles seront face à un problème X ou whatever, ou aller en rendez-vous à l'hôpital, comment est-ce qu'elle peut se sentir à l'aise avec son corps. Alors, je pense que l'éducation, c'est vraiment la première chose à faire sur le terrain. L'enfant à l'école, c'est son métier. Maman, papa est au travail. Donc, ce sont deux genres de réalités. Donc, pour que cette personne-là puisse vraiment grandir, confiance en soi, en son corps. Donc, une éducation à l'école devrait vraiment être poussée. Puis pas juste 30 minutes, mais vraiment question d'un cours de 1 heure par semaine ou 2, vraiment, parce que chaque demoiselle va vraiment devoir faire face à son propre corps. They must do shadow work, like how do I feel, quels sont les PMS. Donc, lorsqu'elles deviennent éduquées, lorsqu'elles ont une meilleure connaissance de certains termes, elles vont pouvoir mieux faire cette gestion de douleur, de bien-être, aider quelqu'un d'autre qui peut sembler maussade, comment gérer leurs propres émotions lorsqu'elles sont menstruées. Donc, sur le terrain, moi, au niveau de la santé, c'est vraiment l'éducation, verbaliser. Il y a tellement de choses pour bâtir des programmes. Donc, je pense que ça devrait vraiment être à l'école et pas juste au secondaire, vraiment au primaire, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont prépubères à partir de 9 ans. Donc, ça aussi, c'est une réalité. De 9 ans jusqu'à la ménopause, c'est quand même un long trajet dans la vie. Donc, l'éducation à l'école, à cet effet,
justement aussi les serviettes menstruelles, les copes, vraiment véhiculer différents termes, véhiculer la connaissance de femmes à enfants. Moi, c'est ce que je vois sur le terrain par rapport à la précarité menstruelle. Merci, Jenny. Elden, je vais venir sur toi et parler de ta fondation Madeleine Mukeshama. Peut-être tu pourrais nous parler justement des actions concrètes que vous menez sur le terrain et peut-être des difficultés rencontrées ou même, je dirais, des victoires, des petites victoires au niveau du terrain. Ok, merci Félicia. Vous m'entendez? Ouais. Donc, pour nous, en fait, la fondation MMF a commencé parce que moi, c'était ma première fois que je suis retournée dans le village de ma mère où que je suis née. Et moi, je suis très passionnée de l'éducation des jeunes femmes. Donc, j'étais allée à l'école primaire là, dans le village et j'ai demandé aux jeunes filles. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui dit chaque personne, si tu lui donnes le temps de l'écouter, il va te le dire. La personne va exprimer c'est quoi qu'elle a besoin comme une humaine. Et quand je demandais aux jeunes filles, j'étais vraiment surprise combien on dit que accès aux produits menstruels, c'était le premier besoin, en fait. Et avec ça, ça venait, dans le fond, c'était l'éducation, l'accès et tout, mais aussi un aspect qui était vraiment attaché à ça, c'était la culture. C'est un petit peu ce qu'on voit aussi dans les autres milieux du monde, dans le sud-est de l'Asie, en Afrique et tout, où que les cultures font partie vraiment de la vie de jeunes femmes de chaque jour. Et c'est le tabou qui vient avec les menstruations. Donc, je dirais que la première chose qu'on a vue, c'est cette éducation-là qui est censée être passée de les tantes et les grandes sœurs qui passent ça aux jeunes filles. Ce n'est pas un sujet ouvert dans le sens que tu peux t'asseoir, toi et tes amis à l'école et commencer à parler de « Ah oui, le mien est rouge foncé, le tien, est-ce que c'est rouge vif ou pas? » Tu sais, ce n'est pas une conversation qui est, je dirais, accepter dans le milieu public partout, parler de « Oh, j'ai des crampes tellement que je ne peux pas marcher », ce n'est pas quelque chose que tu vas attendre dans les rues au Rwanda, tu sais. Peut-être, tu sais, chez des personnes qui sont, how would I say it, who are themselves, so free to be themselves that they can express that, mais ce n'est pas quelque chose que tu attends à l'école. Donc, l'éducation et la culture, vraiment, sont liés vraiment à cet enjeu de précarité menstruelle. Donc, ce qu'on voit très souvent sur le terrain, c'est cette... c'est pas honte, j'ai pas le mot à utiliser, mais cette réserve de parler de vraiment c'est quoi qui se passe. Est-ce que c'est une infection? Est-ce que c'est rendu à une place où tu as besoin de vraiment voir un docteur ou une personne dans le milieu de santé, ou c'est un niveau où tu sais juste pas c'est quoi qui se passe avec ton corps et tu veux en parler avec une personne. Donc, les enjeux sur le terrain sont très différents et je dirais la culture touche vraiment à tout aspect qui vient avec la précarité menstruelle, en fait, sur le terrain donc qu'on travaille. Et la deuxième chose, je dirais aussi, c'est cette ouverture qu'on a, mettons, nous tous qui assistent à cette conférence. J'aimerais voir aussi beaucoup plus cisgendered men, les gens qui sont les co-menstruels, qui pourraient aussi aider à cette lutte, parce que très souvent, moi, ce que en fait j'ai rencontré sur le terrain, c'est cette besoin de m'expliquer pourquoi je veux parler de ça, pourquoi moi, je veux avoir un atelier pour expliquer les petites réalités qu'on passe en tant que des personnes avec des utérus. Donc, j'aimerais ça ne pas m'expliquer à chaque fois. Moi, je pense qu'en 2020,
qu'on soit prêt en tant que société ou pas. C'est quand même honteux de voir que des personnes qui sont comme, je crois que c'est Tara qui a dit, qui sont dans le milieu politique ou dans le milieu où il peut changer quelque chose, qui te demandent pourquoi on a besoin de ça, pourquoi. C'est ça, cette explication-là, moi je trouve que il est attaché encore sur le sujet d'éducation et c'est quelque chose qui, même moi personnellement, qui me prend toujours on the back end parce que je me dis, il n'est pas le temps de mettre le pourquoi à côté et commencer vraiment à fight the shame that comes with it or the poverty that is attached to it. Je pense que en fait, c'est ça la réalité de nos cultures ou sociétés en gros. Un autre enjeu, excusez-moi, un autre enjeu que je dirais aussi, c'est cette différence des milieux comment je dirais, les coins du monde. C'est en Afrique de l'Est où c'est les conversations maintenant qui se passent, c'est est-ce qu'on devrait enlever les taxes qui est sur ces produits-là ou pas? Et est-ce que les business, les compagnies qui font ce business, est-ce qu'ils vont accepter ou pas? C'est ça les conversations où on est rendu. Tandis que, mettons, en Europe ou peu importe où, la conversation est rendue non, ce n'est pas une question d'enlever le taxe. Maintenant, on parle de est-ce qu'on devrait fournir dans tout espace public. Donc, dans le fond, ces réalités-là où on trouve que des conversations sont différentes dans plusieurs parties du monde, ça aussi, je trouve que c'est une réalité que je vous écoute, toutes mes co-panélistes, et je me dis, mais tu vois que en fait, les conversations ne sont pas encore rendues au même niveau où on peut parler de la même chose en tout temps. Je ne sais pas si les autres peuvent aborder sur le sujet aussi, parce qu'il y a plusieurs choses où, comme des rapports, mettons, de gouvernement et les gens qui sont vraiment sur le milieu, sur le terrain en tant que tel, est-ce qu'on s'entend bien? C'est pas vraiment quelque chose que tu vois ouvertement au moins dans l'Afrique de l'Est. C'est quoi ces rapports-là? Est-ce que ces rapports-là existent même? C'est pas très évident. Donc, c'est intéressant d'avoir tous nos expertises sur la table maintenant, mais il faut aussi se rappeler que les conversations, ça ne se passe pas le même. On n'est vraiment pas au même niveau. Et à part vraiment lancer ces écoutes, genre cette ouverture de dire, OK, on est là, qu'est-ce qu'on peut faire ici versus là, versus peu importe où. À part ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant cette conversation, comment je la trouve... il y a des standards et voilà quoi. Je ne sais pas quoi d'autre à ajouter. Une dernière chose que je dirais en fait, c'est aussi, je ne sais pas la croyance de tout le monde, mais il y a cette croyance de la religion. Ça joue beaucoup, beaucoup sur comment, sur le terrain, on voit les menstruations et les gens qui ont des menstruations, parce qu'on dirait que c'est attaché à un autre aspect qui est tellement grand qui vient toujours d'abord avant le confort de la femme. Est-ce que tu peux prier même si tu as tes menstruations? C'est des conversations qu'on trouve sur le terrain et là, on se demande, mais attendez, genre, la croyance est quelque chose que même ce Dieu-là, le bon grand Dieu t'a donné en tant qu'une personne avec une utérus, pourquoi ce serait même attaché à ça? C'est tellement des conversations genre, qui sort de... Même moi, ça me dépasse des fois parce que c'est en tant qu'une femme qui habite ici en Amérique du Nord, des fois, il y a des conversations qui viennent vraiment direct du terrain de l'ouest du Rwanda que je me dis, oh, mais finalement, encore, l'enjeu de précarité menstruelle, ça dépasse
même juste dire qu'on va aller, on va faire une éducation, on va aviser à chaque fille ou chaque personne qui est une utérus ou qui passe des menstruations, puis dire, oh, mais voilà, il y aura des bonnes journées, des mauvaises journées, et voilà, tu as accès, et c'est bon, merci, bonsoir. Les conversations, c'est large, c'est énorme, et ça me fatigue même juste d'y penser. Donc, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Merci, Elden. Annabelle, peut-être que tu aurais quelque chose à ajouter? Oui, mais je suis d'accord avec Elden au niveau des différentes réalités. Puis de mon côté, c'est peut-être plus au niveau de l'expérience clinique et que c'est vrai qu'en soi, tout ce qui est au niveau de la psychothérapie, c'est déjà, en fait, au Québec, pas assez accessible pour tout le monde. Et même ça, des fois, ça peut prioriser certaines personnes au niveau des services. Donc, c'est sûr que la clientèle, déjà, elle est un peu plus favorisée qui vient consulter en psychothérapie. Donc, c'est sûr que ce n'est pas les mêmes enjeux que sur d'autres terrains. Mais moi, peut-être plus au niveau micro, plus au niveau individuel, ce qu'on fait beaucoup avec les clients, les clientes, c'est beaucoup de rééducation en lien avec la culture et juste la société. Il y en a beaucoup qui n'ont juste pas eu d'éducation à la sexualité ou qui se sont fait dire un peu des grandes lignes au niveau ben, à peine en fait au niveau de la menstruation et de la sexualité de la femme. Donc, des fois, on travaille beaucoup au niveau des croyances fondamentales en lien avec la sexualité féminine, les menstruations, le fait d'être une femme en général, et juste aussi l'aspect de sexualité, le sexe et les menstruations. Pour plusieurs, c'est automatiquement barré. Puis ça, des fois, sans nécessairement encourager, par exemple, une sexualité active durant les menstruations, c'est plus parfois de questionner un peu le pourquoi. Il y a un gros malaise, un énorme inconfort autour du sexe entourant les menstruations. Donc ça, souvent, on va beaucoup le travailler avec les clientes. Et aussi, c'est ça pour les couples peut-être plus hétérosexuels, d'impliquer aussi le partenaire souvent dans la discussion parce que c'est trop souvent caché ou trop souvent réservé à « Ah, elle est dans sa semaine, elle a ses règles ». Donc, ce qu'on travaille, c'est un peu amener un équilibre aussi dans le couple parce qu'on le voit pour plusieurs hommes. Ils sont célibataires, puis là, une fois en couple, ils font face à une réalité avec une femme, avec son quotidien, puis ses produits menstruels. Puis parfois, ben, ça crée soit une division entre eux ou une incompréhension. Donc ça, on le travaille aussi. Puis peut-être plus ici au Québec, en Occident, il y a beaucoup de femmes qui sont sur la contraception hormonale. Donc, beaucoup qui sont sur des cycles menstruels artificiels, donc qui ont développé une certaine un peu distance par rapport à leurs symptômes et tout ce qui est aussi syndrome prémenstruel. Donc, des fois, c'est un peu de travailler sur le rapport au corps aussi, d'identifier c'est quoi les signes et les symptômes, les indicateurs, puis un peu d'un peu assouplir le discours par rapport aux menstruations qui est comme très, très négatif. Il y a un discours très un peu handicapant, là, relié à ce que je ne peux pas faire lors de mes menstruations, plutôt que de reconnaître un peu ben, qu'est-ce qui se crée au niveau du corps. C'est juste de manière comme qu'est-ce qui s'orchestre au niveau de mon corps lorsque j'ai mes menstruations. Il y en a plusieurs, en fait, qui ont aucune différentes phases. Elles ne sont pas au courant, par exemple, que les menstruations marquent le début du cycle menstruel. Donc, ça, c'est beaucoup de la rééducation. Puis, on travaille beaucoup sur les croyances fondamentales par rapport à la sexualité et l'éducation à la sexualité aussi. Mais c'est sûr qu'on va beaucoup un peu au niveau de la flexibilité, en lien avec le discours ambiant, la société et la religion aussi. Merci Annabelle. Victoria, peut-être tu veux nous parler des actions du RPSF sur le terrain et les différents challenges que vous rencontrez? Oui, alors dans le cadre de la campagne rouge, on avait l'idée de débuter donc une action terrain qu'on a mis en place, qu'on a commencé à mettre en place avant la Covid. C'était notre première initiative. Et l'idée, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a jumelé des différents organismes ou centres de femmes, centres d'hébergement, etc., qui nous ont sollicités avec des endroits où on peut collecter les produits d'hygiène menstruelle, où les gens peuvent faire des dons, donc des pharmacies typiquement. Et une fois par mois, une personne responsable de ce centre de femmes vient chercher les dons récoltés. Et l'idée, c'était de faire durer ça un peu tout du long de la campagne. Avec la Covid, le confinement, bon, tout ça a commencé à être mis en place, commencé à fonctionner. Puis finalement, on a dû stopper cette initiative-là. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a
décidé de faire quelque chose en ligne. On a fait une campagne de sociofinancement. Donc, étonnamment, vu le contexte assez particulier, on n'avait pas trop d'attentes non plus par rapport aux résultats, mais on était quand même très contente de voir ce que ça a donné. On a pu récolter, si je me souviens bien, un peu plus de 5 000 $ en dons d'argent et en dons directement d'entreprises et partenaires, à peu près l'équivalent. Donc, en gros, pour un montant total de 11 000 $ canadiens, on a pu procurer en fait des produits d'hygiène menstruelle, que ce soit du jetable écologique, parce que ça c'est comme en lien avec les valeurs de notre organisme, ou des produits qui étaient lavables, des culottes menstruelles et des serviettes lavables. Donc, par le biais des morgues alimentaires à différentes associations et centres de femmes qui sont en train d'être redistribués actuellement. Donc, ça, c'est une action qu'on a faite dont on est très fiers, et l'idée, ça sera de reprendre l'action de terrain à partir de janvier, donc pour la continuer sur le reste de la campagne. Ce que moi, je trouvais très intéressant avec cette campagne de sociofinancement, j'ai beaucoup sollicité des dons, donc j'ai parlé à beaucoup de personnes au téléphone, et c'était une période où ils récoltaient de la nourriture, il y avait la guignolée, tout ça. Et il y a eu comme une action de sensibilisation qui a été faite, dans le sens que pas mal de retours de personnes, quand je leur en parlais par téléphone, c'était « Ah mais oui, c'est vrai, on pense toujours à la nourriture, à donner aux banques alimentaires, mais on ne pense pas à insérer là-dedans des produits d'hygiène menstruelle. » C'est comme si c'était, voilà, une fois de plus, ce n'est pas dans la conscience des gens de dire que c'est un produit de première nécessité, comme manger, comme, enfin, voilà, et que ça pourrait être inclus, et que c'est effectivement un besoin très clair des banques alimentaires qui ont pour but de justement fournir aux gens à manger, et aussi ce genre de choses. Donc voilà, nous on s'est positionné à essayer de répondre à ce besoin-là. Et ce qui a été intéressant aussi, donc dans la première initiative qu'on avait commencé à mettre en place, c'est aussi que on a eu quand même une demande assez facile de nos groupes membres de bénéficier de ça, et quand on faisait les communications, c'était on veut en bénéficier, on veut en bénéficier. Et de l'autre côté, c'est un petit peu plus difficile de faire réaliser que, bah oui, c'est un besoin, mettons des choses en place. Donc, il y a quand même, on sent qu'il y a un effort à faire, parce que ne serait-ce que d'aller aborder les gens sur cet enjeu, il faut leur faire réaliser qu'il y a un enjeu. Et ça rajoute une couche, en fait. C'est pas comme si, ah bah, quelqu'un a faim, il faut lui donner à manger. Il faut expliquer que c'est un enjeu auquel il faut répondre. Il y a tout un travail supplémentaire à faire, justement, qui découle de ce double tabou. Et moi, dans toute cette démarche, je l'ai vraiment concrètement côtoyé à ce niveau-là. Je voudrais juste rebondir aussi par rapport à ce que disait, je crois que c'était Alden qui disait ça, par rapport aux croyances religieuses. Je switch un petit peu là de sujet, que ouais, moi ça m'a évoqué ce que tu disais, que c'est assez fou aussi si je me souviens bien, que des fois si tu as des règles, tu peux pas accéder à certains temples, ou des styles de croyances, si tu as tes règles, je sais pas, au Japon, tu peux pas faire des sushis, tu peux pas manipuler la nourriture, enfin, il y a comme des limitations aussi qui sont mises sur des choses très concrètes, qui est vivre sa foi ou cuisiner pour sa famille. C'est des choses quand même assez aussi fondamentales, assez essentielles, et qu'il y ait des limitations qui soient mises en raison des menstruations. Sur ces choses-là, c'est quelque chose qui va quand même loin, sachant que sans les menstruations, personne ne serait sur Terre actuellement. Là, on ne pourrait même pas avoir cette conversation. Donc, d'un côté, je trouve que ce décalage est quand même assez incroyable, en fait. Voilà, je laisse la parole peut-être à toi, Félicia, parce que je sais que vous faites beaucoup de choses aussi sur ce sujet-là. Oui, bon, peut-être un peu moins parler de ce qu'on fait, mais venir un peu rebondir sur le commentaire d'Alden, qui est un commentaire en fait dans le fond culturel, et ce sur quoi ce que tu viens de dire, Victoria, et peut-être questionner justement. On parle beaucoup de protection, d'éducation, d'information, mais aujourd'hui on est dans une société là où la société n'a plus, elle n'est pas homogène.
on a énormément d'intersectionnalité, que ce soit au niveau des cultures, au niveau des religions. Et comment justement aujourd'hui notre société pourrait aider à une meilleure intégration de ces différentes cultures, croyances et religions et les ramener un peu plus, je dirais, au fondamental des règles, comme tu le disais précédemment. Et c'est là où moi, j'aimerais peut-être parler un peu plus des systèmes de santé et de l'importance que joue le système de santé à ce niveau-là. Il est vrai que nous pouvons avoir plusieurs actions regroupées, nous pouvons être plusieurs individus qui travaillons d'un point de vue, qui travaillons en silo ou même en collaboration à différents organismes. Mais si je viens d'une culture différente, j'aurais peut-être un peu plus tendance à avoir confiance au médecin ou au docteur qui va venir banaliser ou en tout cas démystifier cette information-là. Donc, je prends l'exemple du Québec, là où il est très difficile d'avoir accès à, par exemple, un gynécologue, tout simplement, ou même à notre arrivée ici, un médecin généraliste qui éventuellement, lui, pourra nous amener vers un gynécologue. Donc, comment, dans ce laps de comment, avec un système aussi rigide, on peut aider cette démystification pour des personnes qui viennent de cultures différentes? Et ça serait peut-être une question pour tout le monde, même pour moi-même, dans le fond. Comment on aide, ayant vécu dans différents systèmes, je sais que, par exemple, en Europe ou même en Afrique de l'Ouest, on a un médecin généraliste, on a son gynécologue attitré qu'on peut aller voir à la moindre question, à la moindre, ou qu'on peut contacter à la moindre inquiétude. Donc, qu'est-ce que notre système ici pourrait faire pour améliorer cela? Je pense que là, on est carrément rendu dans la question 3. Je mentionne ça pour François, pour qu'il puisse avoir de l'espace pour prendre ses notes. Je peux élaborer un petit peu peut-être là-dessus, dans le sens que finalement, de rien François, de rien. Finalement, oui, vu que c'est ce sujet tabou, il y a beaucoup de stéréotypes, il y a beaucoup de choses comme ça. Et finalement, comme tu parlais du rapport au médecin ou par rapport à ça, il y a énormément quelque part une fois de plus, c'est quelque chose qui est comme sur le côté. C'est quelque chose qui est accessoire. On parle de conditions de santé féminine, c'est aussi un petit peu sur le côté. On parle d'une femme qui a ses règles, qui a des douleurs, alors qu'en médecine, on est en train de paniquer sur la douleur, on a des échelles de 1 à 10, il faut absolument pas que la douleur n'est pas nécessaire, on va réduire ça à 0. C'est accepté dans le cadre des menstruations que les femmes aient mal. Là, la discussion est différente. Un autre exemple, je ne sais pas... pour tout ce qui est le mouvement de santé des femmes, revendiquer aussi une certaine reconnaissance de certaines conditions, les réalités très spécifiques que ça pose et qui ne sont pas abordées et où à chaque fois il faut vraiment aller de l'avant et dire oui, il y a un enjeu et il faut expliquer l'enjeu et il faut prendre le temps de le faire. Et il y a un côté assez fatigant aussi à ça. L'accès aux soins, comme tu dis, au Québec, qui est très, très, très... qui peut bénéficier de certaines limitations. Moi, je l'ai vu pas mal comme œuvrer avec les femmes qui ont des fibromes utérins, des communautés de femmes noires qui sont particulièrement affectées. Toutes les femmes peuvent être affectées par ça, mais les femmes vont être affectées plus jeunes, avant 30 ans, quand elles sont dans des projets parentaux, elles ont des symptômes. Donc, encore une fois, on est dans des réalités invisibles qu'il est très, très, très difficile de mettre en avant, communiquer là-dessus, trouver des personnes qui, ne serait-ce que prennent ça quelque part au sérieux, financer la recherche sur ça. Donc, quelque part, ça va, les ramifications vont très, très, très loin dès qu'on tire la couverture d'un bord quelque part. En tout cas, je pense que j'ai déjà dit beaucoup de choses. Je ne veux pas monopoliser le temps de parole sur ça, mais si vous voulez qu'on approfondisse sur certains aspects, je veux volontiers continuer à parler de ça, mais je veux laisser aussi la parole aux autres. Peut-être, Annabelle, tu pourrais nous préciser, dans ton cas, justement, une sexologue, une psychologue, peut-être l'importance que ça pourrait avoir et justement le fait que ce ne soit pas nécessairement accessible à tous. Oui, ben, en fait, moi, c'est vraiment le manque d'information que je constate, en fait. Puis, comme je disais tantôt, plutôt
en lien avec le rapport au corps. Puis, ce que je constate vraiment avec les jeunes filles, surtout, c'est que la plupart, il va y avoir vraiment un discours interne. Ben, en fait, le discours ambiant va avoir été intériorisé, puis il va y avoir beaucoup d'incompréhension, de dégoût, de honte, de gêne et d'inconfort par rapport aux menstruations. Et ça va aller jusqu'à faire un peu tout ce qu'elles peuvent dans leur contrôle pour minimiser tout ce qui est en lien avec les menstruations. Donc, si elles peuvent prendre un contraceptif hormonal en continu pour éviter d'être menstruées ou d'utiliser les tampons parce que c'est déjà moins visible qu'une serviette hygiénique, je le vois beaucoup dans les comportements de faire ce qu'elles peuvent pour justement... même au niveau de la pilule contraceptive, de comme essayer de prévoir le mois, la semaine où est-ce qu'elles vont être menstruées pour prendre la pilule en continu, la sauter. C'est vraiment comme, c'est souvent dans plusieurs cas à bannir de manière quasi obligatoire. Donc, c'est ça que je constate dans les comportements, de vraiment minimiser le contact avec le sang aussi, tout ce qui est comme visible. Et il y a un gros malaise puis un dégoût par rapport même aux odeurs. Donc, je le vois vraiment plus dans les comportements au niveau individuel des femmes qui vont faire tout ce qu'elles peuvent pour vraiment minimiser le contact avec les menstruations. Puis, ben ça se répercute même plus au niveau de l'appareil génital féminin. Donc, par exemple, ne pas savoir distinguer la vulve du vagin, puis pour des rapports hétérosexuels au niveau de la pénétration, il y a beaucoup d'inconfort qui se répercutent jusque dans l'acte sexuel en tant que tel. Mais moi, je le remarque plus à ce niveau-là, je dirais, à quel point le discours a été intériorisé pour plusieurs femmes. Et ça se transmet après dans l'éducation de leurs propres enfants. Par la suite, là, ça se perpétue, vraiment. Je peux me permettre de rebondir sur quelque chose que tu as dit très brièvement, parce que tu parlais de la pilule et de cette déconnexion du corps que les femmes ont. Et je pense que on ne peut pas ne pas mentionner que aussi un des enjeux majeurs de ces déconnexions, c'est l'impact finalement, enfin l'espace que ça crée pour la médicalisation du corps des femmes, donc la médicalisation de ces processus naturels, voilà, les règles, on les a, voilà, c'est ça, et la femme va se dire, ben voilà, dès que j'ai mes règles, je vais les supprimer, je vais avoir tendance à vouloir m'éloigner de ça parce qu'on n'a pas donné les outils, la compréhension, les moyens aux femmes d'avoir ce contact-là avec elles-mêmes. Et ça, la médicalisation, c'est pas anodin, ça a vraiment des conséquences à différents niveaux, qu'elles soient économiques, en termes de santé, en termes psychologiques aussi sur les femmes. Et un aspect sur lequel peut-être aussi tu pourras rebondir, Annabelle, c'est que toute cette honte, cette gêne, toutes ces choses, ou avoir des protections pas adaptées, ça fait des fuites, la dignité, à quel point, en fait, j'aimerais aussi t'entendre là-dessus, comment la marginalisation que ça crée, comment l'exclusion peut-être ressentie des femmes, comment ça peut aussi les faire cheminer un peu sur cette direction de voire dépression, ou je sais pas, peut-être aller aussi dans ces zones-là. Je sais pas si tu as eu des retours sur le terrain justement de vécu particulier. Juste avant de revenir sur toi, Annabelle, il y a Elden qui aurait aimé faire un commentaire. je reviens juste après. Elden, tu peux y aller. Merci Félicia, je crois qu'on se regardait puis on... Je sais. Merci. En fait, j'aimerais juste ajouter quelque chose, une chose de positive avec les paroles de Victoria et Annabelle, ça m'a rappelé de quelque chose de... vous voyez la question en fait de cette proximité de le milieu de santé et comment le milieu de santé peut ressortir pour venir toucher le côté social, pour que ce soit éducation, que ce soit sensibiliser et tout ça. Mais moi, je dirais plus que la réalité sur le terrain, au moins de où qu'on travaille, c'est on essaie de empower les femmes qui sont données ces tâches, en fait, dans la communauté, dans le milieu de où que les gens habitent en communauté ou in very close proximity with the people in their communities. What we try to do is to empower those people that the culture has already
given as a task to say, like, to tell young girls, okay, if you're having your period, you run to auntie so-and-so. If you're having these pains, go to auntie so-and-so or sister so-and-so to help you with that. So what we try to do is to empower these aunties and sisters and women of the community to then stand up and feel like, okay, so if we can, there's nothing that we're going to mislead these girls from. So we can kind of be like a middle ground person between seeing a doctor and having and trying to calm down that anxiety that you get from whatever it is. And one thing that also, why I'm saying this is because access to doctors is again something that we take for granted. We think just because it's a right that a lot of people could have that right, but some people that is completely out of question. What do you mean to go see a doctor because you have your period? Sit at home, cry it out, and then tomorrow will be another day. That, whether we like it or not, that is somebody's reality there. And so we should maybe look at those middle ground people that can come in and play the role of a nurse or of a midwife or whatever it is that is needed on an immediate ground. And then we can say, okay, now if these individuals see that, let's say it's an infection that is now making you not even have your period, then they accompany the young woman or the young girl to the hospital. Or, you know, like there's a lot of things where, like having access to a doctor in a lot of countries, you have to pay to even consult somebody. So sometimes it's so far out of question that it's not even seen as an option for you. And so when we talk about this bigger healthcare system that should be coming in to break these taboos or whatever it is, we should also be looking on the other side, the grassroots up. Who are some trusted people in a community that can be given these tasks to act as middle ground individuals and just to listen or to even so I'm going a bit more, but just I want to emphasize the importance of these individuals. Like for me as a Rwandese woman, there's some cultural aspects that I can't talk to my mother about. It's not a written rule, but it's just a practice that I go to these older women. And so to me, already as a young girl, this is something that's turned on, that if I have a problem, if there's anything that has to do with understanding my body, there's a person that I can go to. Not everybody has sisters or aunties in that role, but this is something that as a young girl, we grow up just being open and being accustomed to. And so I feel like this importance that's given to the healthcare system is sort of the same importance that should be given to these women who have the ability, who have the understanding, that can act as that missing piece to that social aspect that menstruation brings. That's what I wanted to add. Thank you, Helden. Annabelle, si tu veux reprendre, je suis désolée de t'avoir interrompu. Oui, mais je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que le lien de confiance est extrêmement important. Puis probablement que dans cette réalité-là, les femmes n'iront pas... Leur premier réflexe ne sera pas nécessairement d'aller peut-être consulter. Donc, c'est vrai que d'identifier des gens dans l'entourage qui sont des liens de confiance, c'est hyper important. Mais pour ce que tu disais, Victoria, au niveau de la détresse, moi, peut-être ce que je constate vraiment, c'est... Il y a comme un discours populaire, surtout, je l'entends beaucoup au Québec, un peu, lorsqu'une femme est comme de mauvaise humeur ou aurait une attitude un peu, on va souvent lui dire le commentaire, est-ce que tu es dans ta semaine? Ah, elle doit avoir ses règles, elle est menstruée. Donc, ça, je sais que ça peut causer beaucoup d'incompréhension chez les femmes, parce qu'à chaque fois, c'est ça que, soit qu'elles vont avoir des émotions perçues comme négativement, là, tout de suite, ça va être remis en cause avec les règles. C'est une association qui est comme très négative aussi. Puis même pour certaines femmes qui sont dans un état elles-mêmes, qui ne se reconnaissent pas trop au niveau des émotions. Hormonalement, il y a beaucoup de fluctuations. On n'est pas trop au courant des différentes phases dans le cycle menstruel. Il y a même aussi le trouble dysphorique prémenstruel qui existe, où est-ce que là, c'est vraiment des syndromes prémenstruels qui sont comme
exponentielle, ça, c'est pas vraiment beaucoup mis de l'avant, là. Donc, je pense que ça peut créer beaucoup de détresse chez les femmes oui, j'ai mal au ventre, mais est-ce que c'est normal que je dois rester justement 3 jours alitée ou j'ai quasiment des pensées noires, des idées suicidaires. Donc, c'est ça, c'est pas assez mis de l'avant, là. Souvent, on va juste dire, ah, elle est mauvaise humeur, elle est dans sa semaine, mais on oublie une grande partie au niveau hormonal aussi, les fluctuations que ça cause et le débalancement que ça peut créer chez certaines femmes qui doivent être même parfois mis sur des antidépresseurs parce que le trouble est vraiment plus important. Donc, je pense que c'est plus à ce niveau-là. Puis, ben, le discours social aussi n'aide pas à la détresse ou l'isolement que plusieurs femmes peuvent ressentir dans cette période-là du mois. Merci Annabelle. Peut-être on a beaucoup parlé entre nous et j'aimerais inviter en fait l'audience à poser des questions. Est-ce que vous avez peut-être une question particulière que vous Félicia, ce serait peut-être possible de donner la parole à Tara parce qu'on ne l'a pas entendu sur Oui, ce point. Et après, on passe directement aux questions parce que le temps file effectivement. Effectivement. Ouais. Tara, est-ce que tu aurais peut-être quelque chose que tu voudrais rajouter? Je suis globalement d'accord avec tout ce qui a été dit. Pour moi, l'enjeu principal, c'est l'éducation, l'éducation, l'éducation. Faut en parler dès le plus jeune âge, à l'école, quand on va chez son généraliste, et qu'il y ait de l'affichage public aussi. C'est vraiment l'éducation à tous les niveaux pour moi qui résorbera une grande partie du problème. Merci Tara. Est-ce qu'il y aurait des questions dans l'Assemblée, dans le public? J'ai Sylvie qui a commenté « Normaliser les menstruations et ce qu'il y a autour des symptômes. L'exclusion des femmes et santé mentale à cause des règles. En ce sens, l'espèce de lien qui est fait entre les deux depuis plusieurs années, en plus de l'accessibilité, j'ai l'impression qu'au sens plus large, on peut parler d'inégalité à ce niveau-là. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui aurait un commentaire dans le public? Sinon, je vais revenir aux panélistes puis leur demander de conclure peut-être avec leur perspective future. Et je vais commencer par Elden parce que j'ai vu que tu avais levé la main pour rajouter quelque chose. En fait, je voulais juste toucher sur le point de l'inégalité des sexes que Sylvie apporte. En fait, c'est pour ça que je parlais de l'importance des co-menstruaires qu'on a, genre, l'autre partie de la population qui n'ont pas d'utérus ou qui n'ont pas de menstruation, parce que je trouve que leur importance vient jouer à ne pas stigmatiser. Je ne sais pas si tu vis avec une personne qui te dit que aujourd'hui, je ne peux juste pas me réveiller, genre la douleur est trop forte, ou je me sens très chaude. Je ne sais pas, genre, il y a plusieurs trucs comme qu'on passe quand on a menstruation. De ne pas attacher ça en maintenant dire, chaque personne qui a ses menstruations a chaud, ne peut pas se réveiller, tu sais, comme tous ces attaches-là. Genre, c'est vraiment avoir l'empathie envers chaque personne différente et le plus vite qu'on comprend ça que juste parce que je suis étudiante je ne sais pas, peu importe, peut-être en Concordia, en génie mécanique, qui veut dire que nécessairement, je connais mon corps et je le comprends très bien. C'est de ne pas associer quoi qu'il soit avec la réalité de menstruation. Je trouve que ça irait très loin à briser le tabou ou cette précarité menstruelle de dire que juste parce que tu es à l'université, donc ça veut dire que tu payes les frais scolaires. Donc, dans le fond, nécessairement, tu peux aussi te payer des produits sanitaires. C'est vraiment, c'est scratch everything, puis comprendre que chaque personne est différente et quand quelqu'un qui a ses menstruations te dit une chose, dans le fond, tout d'abord le croire, mais aussi le comprendre en tant qu'une personne. Genre, donne-lui cette empathie de le voir comme une humaine qui compte dans le moment même où la personne te dit cette affaire-là. Ça irait très loin de briser tous ces attachements qu'on a sur menstruation, de dire, peu importe ces discours-là qui sont attachés des menstruations, vraiment faire attention à
ce que la personne te dit et dans le moment qu'il te le dit et dans le moment que tu aides ou tu apportes ton point A ou Z ou peu importe, et tu continues avec la compréhension que la prochaine personne qui va t'approcher avec ce même problème, c'est la personne même, c'est pas toutes les personnes qui ont été utérus. Donc, je crois que cette inégalité de sexe, ça vient vraiment jouer sur comment on pourrait procéder. C'est parlant de le futur, ça va briser beaucoup de petites inégalités qu'on voit vraiment, soit que ce soit sur le terrain ou soit dans la réalité de chaque personne qui a des menstruations. Merci Elden. Peut-être Tara, tu aimerais nous donner un mot de la fin sur les perspectives futures avant que je passe aux autres? Avec grand plaisir. Pour moi, dans le futur, on n'aurait plus besoin de ces talks, de ces conférences. Ce serait vraiment un sujet normalisé, que les femmes ne cacheraient plus leur protection au restaurant ou dans la rue. Voilà, c'est vraiment important que ça devienne un sujet banal, un sujet dont on parle librement. C'est très important aussi que ces produits soient mis à disposition gratuitement. Donc, nous, on prône pour une mise à disposition gratuite dans des lieux clés. Donc, on l'a dit en début de conférence, mais vraiment les établissements scolaires, les foyers d'hébergement d'urgence, les centres de détention, donc, mais aussi les hôpitaux, parce que quand vous êtes alité dans un hôpital et que l'hôpital n'a pas de produits, c'est un petit peu problématique. Nous, on est beaucoup sollicités par des hôpitaux. Donc ça d'une part, mais aussi une prise en charge peut-être sous la forme de bons d'achat pour les plus précaires, mais qui vivent, voilà, qui ne sont pas dans une situation de privation de liberté. Donc on peut penser aux étudiantes boursières, en France aux personnes bénéficiaires de la CMU. On aimerait aussi une prise en charge partielle ou totale par les mutuelles, sur le modèle de ce qu'a fait la LMDE en France. Donc, il y ait vraiment un forfait pour rembourser des dépenses liées à l'hygiène menstruelle. Et enfin, pour nous, c'est vraiment essentiel que dans l'espace public et dans l'espace privé, donc dans la rue, dans le métro, dans les bureaux, les hôtels, les restaurants, qu'il y ait la mise en place de distributeurs. Donc, pas nécessairement gratuit, mais vraiment que ce soit normalisé dans l'espace public comme ça peut l'être aujourd'hui avec des produits comme les préservatifs. Voilà. Donc, nous, c'est ce qu'on souhaite et j'espère qu'on y arrivera rapidement. Merci beaucoup, Tara. Annabelle, est-ce que tu aimerais nous donner un mot de la fin sur les perspectives futures? Oui, ben, j'abonde vraiment dans tout ce qui est au niveau de l'éducation, puis l'approche globale et inclusive, de briser un peu là, cette culture secrète là, associée aux menstruations, puis d'isoler les femmes sur l'heure du dîner durant les cours pour parler des menstruations, là, d'inclure ça de manière générale à tout le monde. Et peut-être aussi, ben, c'est sûr, comme on discutait, c'est pas accessible pour tout le monde, puis c'est différent pour les lieux, mais peut-être de veiller, si un jour on peut se le permettre, de manière idéale à ce que les produits hygiéniques ne soient plus distribués. Il y a des produits qui sont plus toxiques et qui sont plus... en fait, c'est pas l'idéal, la composition de ces produits-là pour la santé des femmes, particulièrement là où est-ce qu'il y a, c'est tellement proche du corps, là, à l'intérieur, c'est tout de suite dans l'insertion du corps, il n'y a pas de peau pour protéger, donc il y a beaucoup de produits toxiques qui rentrent directement en contact avec les femmes, donc peut-être de veiller à ça aussi, idéalement. Merci beaucoup, Annabelle. J'ai juste une question de l'Assemblée qui est arrivée un peu tardivement, là où la personne nous mentionne qu'il serait peut-être important d'allier la problématique sociale donc liée à la normalisation des menstruations à la problématique écologique et sanitaire. Les produits d'hygiène jetables ont une empreinte écologique et peuvent aussi causer des intoxications. J'aimerais juste d'abord peut-être prendre 2 secondes pour répondre rapidement à cette question. Elle est extrêmement pertinente. C'est sûr qu'il faut faire attention à notre empreinte psychologique, mais on parle de personnes qui n'ont même pas accès au produit le moins cher sur le marché qui est la base. Donc, produire des produits écologiques et sanitaires aurait un coût. C'est très intéressant et je dirais même très pertinent. Cependant,
est-ce que si on n'arrive pas à annuler les coûts des produits qui ont une production moindre, nous serons capables d'annuler les coûts des produits qui ont une production beaucoup plus dispendieuse? Je vais laisser Jenny peut-être donner le mot de la fin et les perspectives du futur et peut-être son avis sur la question. On ne t'entend pas, Jenny. Non, excusez, c'est parce que j'ai un autre écran qui a monté en même temps. Donc, l'enjeu, le futur, les menstruations, moi, personnellement, je sais que je ne dois pas trop me nommer de nom ou quoi que ce soit, mais je fais quand même une distribution de serviettes parce que, justement, par rapport à la question, l'impact écologique et tout, et l'impact sur les produits, sur notre corps, à forte raison, moi, une réflexion, je me suis dit, pourquoi il y a tant de femmes avec des problèmes utérins? Alors, si on est menstrué depuis l'âge de 9 ans et qu'on utilise des produits, des serviettes qui ont plein de produits chimiques qu'on retrouverait dans l'acétone, dans les vernis à ongles et tout, quel serait l'impact sur l'utérus rendu à l'âge de procréation et qu'on découvre qu'on a des fibromes ou qu'on a de l'endométriose, en fait. Donc, moi, personnellement, je fais distribution de serviettes en coton, donc au moins qui vont minimiser l'impact négatif des produits sur l'appareil génital. C'est sûr que l'impact sur la nature, si je veux revenir à la question mentionnée, on a beaucoup de travail à faire à cet effet. Y a-t-il des serviettes ou pouvons-nous créer des serviettes qui sont biodégradables dans les pays où il n'y a pas autant d'accès aux toilettes ou à l'eau, comme mentionné plutôt dans le panel? Oui, on peut utiliser des cups menstruels, mais si on n'a pas accès à de l'eau, ben, on ne va pas non plus utiliser des produits qui vont vraiment accroître ou nous mettre en danger en termes d'infections utérines, ou des infections urinaires, ou quoi que ce soit, parce qu'on a utilisé des produits qu'on ne peut pas nettoyer. Donc, c'est ça dans le futur, en fait. C'est vraiment tout se rassembler. J'ai vraiment appris beaucoup de choses. Moi, je le fais tout à titre personnel pour justement, comme Elden a expliqué, moi, c'est d'être la sœur, la auntie, qu'on peut dire, oh, va parler à Jenny. Oh, j'ai ma jeune demoiselle qui vient d'être menstruée. Je sais pas trop comment m'y prendre. Donc, j'ai vraiment appris. Puis, pour moi, c'est de continuer à faire ce travail. Je suis disponible pour être là avec vous toutes. J'aimerais vraiment continuer cette collaboration-là pour qu'on puisse vraiment porter une grande solution. Oui, on est à Montréal, oui, on est en France, mais la réalité, elle est vraiment différente pour les femmes en Afrique, en Inde, au Japon, dans d'autres pays où est-ce que, justement, c'est tellement tabou. Je vais revenir à moi. Jenny, je suis désolée, mais on va devoir bientôt clôturer le temps. Le temps du panel se finit, donc je vais me permettre de faire le mot de la fin. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, juste pour dire que en termes de perspectives futures, il y a aussi on a énoncé tous ces enjeux, puis j'aimerais juste comme clôturer avec un petit mot pour amener le regard féministe sur la question, dans le sens que dans on parle d'éducation, on parle de tout ça, mais dans tous les espaces de prise de décision, ben, il y a beaucoup moins de femmes. Et si on a autant de mal à amener cet enjeu de l'avant, c'est aussi parce que voilà, dans ces espaces de prise de décision, ben, on peut pas, enfin, il faut montrer que c'est un enjeu, comme je l'ai déjà dit, et quelque part ignorer les menstruations. Et je suis très contente qu'on en parle aujourd'hui. C'est justement contribuer à ne pas maintenir ces structures de pouvoir en place quelque part qui perpétuent ces inégalités. Donc, je ne sais pas si Félicia, tu auras encore quelque chose à rajouter. Je pense que Elden voulait rajouter quelque chose pour une prochaine action. Moi, j'aimerais tout simplement, avant de donner la parole à Elden, dire merci à tout le monde.
Merci à tous les panélistes d'avoir été là, d'avoir partagé vos expériences et vos actions. Merci aux participants d'avoir pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui. Vous pouvez nous rejoindre pas le RTSF que les Global Shapers sur nos différents réseaux sociaux. Vous nous trouvez sur Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. N'hésitez pas à venir donner votre temps volontaire pour aider les communautés, même si ce n'est pas directement avec nous. Pensez la prochaine fois que vous faites un don à faciliter la vie d'une femme dans le Grand Montréal, en Europe, en Afrique, peu importe où vous êtes, en fournissant par exemple des produits gratuitement, en ayant des fois un extra dans votre bureau pour votre collègue qui peut-être n'en aura pas aujourd'hui. Donc, juste pensez, si vous avez un peu d'infos, pensez l'info que vous avez eue aujourd'hui, pensez à la partager aussi autour de vous, parce que c'est comme ça aussi qu'on brise les tabous. Pensez à témoigner. Pensez à témoigner. Parlez. Et merci encore. Je laisse Elden donner un dernier mot. Merci à tous pour votre participation. Mais en fait, merci beaucoup, Félicia et Victoria, parce que vous avez en fait touché ce que je voulais dire. Je voulais dire que cette réalité de précarité menstruelle, c'est un enjeu continu. Même maintenant qu'on y parle, il y a une femme, maintenant, je suis sûre, qui n'a pas accès. Donc, à chaque fois, vous allez à Jean Coutu, Femme à prix, peu importe, pensez à acheter un extra si vous avez le moyen pour me les donner et dire, oh, la prochaine fois qu'il y a une personne qui peut pas, qui n'a pas assez, juste les donner gratuitement, que tu as déjà payé. Donc, pensez que ça, c'est quelque chose de continuer, je veux dire, et votre aide peut aller très, très loin, même à partir de maintenant, en fait. Donc, vous avez très bien clôturé les femmes. Donc, merci. Merci. Et merci à tous nos panélistes qui ont apporté plein de perspectives très enrichissantes. Merci de votre engagement et votre participation à ce panel. Merci à tous. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci François pour la facilitation graphique. Oui, merci François, on ne t'a pas remercié assez, mais grâce à ton dessin, on arrivait à garder un bon sens de ce qui se passait. Merci. Merci. Thank you, Laura, and thank you, everyone. Sorry it was 100% in French for those who speak English, but we will have the record sent to you so you can have any French translated. Thanks.